Une injustice criante dans l'obscurité de la nuit. Oserez-vous fermer les yeux face à cette colère légitime? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer avec nous, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous fera plaisir. Mais surtout, restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choquant vous attend et vous ne voudrez pas le manquer. Sous les néons tremblants d'une rue déserte de Saint-Éloi, une petite ville française où les tensions sociales couvent sous la surface, une scène révoltante se déroule. Commandante Amélie Dubois, une officière noire de l'armée française, traverse la nuit au volant de sa berline Peugeot 508, pressée de rejoindre son père malade après une longue mission à l'étranger. Cette femme, décorée pour son courage, incarne l'honneur et la droiture. Mais ce soir, son destin bascule. Deux policiers, Jacques Morel et Lucas Garnier, surgissent dans leur voiture banalisée, gyrophares hurlants, et l'arrêtent sans motif. Leur regard méprisant trahit une haine raciale à peine voilée. Une femme noire dans une voiture comme ça? Ça sent le trafic, siffle Morel, ses mots comme un poignard. Sans explication, il l'extirpe violemment de son véhicule, ignorant ses protestations indignées. Une foule de badauds commence à se rassembler. Certains filment en secret, mais personne n'ose intervenir face à l'arrogance des uniformes. Amélie, les poings serrés, sent la rage monter. Elle, qui a risqué sa vie pour la France, est humiliée publiquement, accusée sans preuve. Cette injustice brûle comme une flamme, et son regard perçant promet une riposte. Ce n'est que le début d'un scandale qui ébranlera les plus hautes sphères. Serez-vous témoin de cette révolte ou resterez-vous silencieux face à l'injustice? La nuit à Saint-Éloi, saturée d'une tension palpable, semblait retenir son souffle alors que l'injustice s'abattait sur la commandante Amélie Dubois. Humiliée, arrachée de sa Peugeot 508 sous les regards indiscrets d'une foule silencieuse, elle se tenait debout, son uniforme mental de militaire défiant l'arrogance des deux officiers de police, Jacques Morel et Lucas Garnier. Leur arrêt illégal n'était que le prélude à une démonstration odieuse de pouvoir et de préjugés. Mais ce qui suivit dépassa les bornes de l'imaginable, transformant la colère d'Amélie en un brasier incandescent, prêt à consumer l'injustice qui la broyait. Une insulte à l'honneur, un affront à la justice. Les deux officiers, drapés dans leur autorité autoproclamée, commencèrent à déverser un torrent de mépris raciste sur Amélie. Morel, le plus âgé, un homme au visage rougeau marqué par des années de cynisme, s'approcha d'elle, son souffle empestant le tabac bon marché. « Une femme comme toi dans une voiture pareille ?» ricana-t-il, ses mots trempés de venin. « Ça ne peut être que de l'argent sale. Dis-nous, c'est quoi ton trafic? Drogue? Contrebande ?» Garnier, plus jeune mais tout aussi venimeux, renchérit avec un sourire narquois. « Ou peut-être que tu joues les grandes dames avec l'argent d'un proxénète ?» Les paroles, comme des coups de fouet, visaient à briser la dignité d'Amélie, à la réduire à un stéréotype raciste qu'ils avaient déjà jugé coupable. La foule, toujours présente, murmurait, certains choqués, d'autres amusés, mais personne n'osait défier les uniformes. Une adolescente, cachée dans l'ombre, filmait la scène avec son téléphone, son cœur battant à l'idée de capturer cette infamie. Amélie, les poings serrés, luttait pour contenir la fureur qui bouillonnait en elle. Chaque mot des officiers était une attaque contre son honneur, contre les années de sacrifice pour la France, contre les médailles qu'elle portait fièrement. Elle, qui avait commandé des opérations dans des zones de guerre, qui avait risqué sa vie pour protéger des valeurs que ces hommes bafouaient, était traitée comme une criminelle dans sa propre ville. « Vous n'avez aucun droit de me parler ainsi, » dit-elle, sa voix tremblante non pas de peur, mais d'une rage contenue. « Je suis une citoyenne française, une officière de l'armée. Montrez-moi une preuve de ma faute ou cessez cette mascarade. » Mais ces mots, au lieu d'apaiser, attisèrent la hargne des officiers. Morel éclata d'un rire gras. « Une militaire? Toi? Arrête tes histoires. Les gens comme vous savent juste mentir pour s'en sortir. » Garnier, s'approchant dangereusement, ajouta « Cette voiture, elle est volée, c'est ça? On va vérifier. Et crois-moi, on va trouver quelque chose. » Leur agressivité s'intensifia lorsqu'ils exigèrent de fouiller la voiture sans mandat. Morel, sans attendre de réponse, ouvrit brutalement la portière et commença à jeter les affaires d'Amélie sur le trottoir. Un sac à main en cuir, un dossier militaire confidentiel, même une photo de son père qu'il piétina avec un rictus. « Regarde-moi ça, des papiers militaires,
Faux, sans doute, railla-t-il. Jet compromisant un regard provocateur à Amélie. Garnier, de son côté, força le coffre, renversant une valise contenant des souvenirs personnels d'Amélie, y compris une médaille remise par le ministre de la Défense pour son courage. Ça, dit-il en la brandissant, sûrement acheté au marché noir. Cette profanation de ses possessions, symbole de sa carrière et de son identité, fit monter la colère d'Amélie à un point de non-retour. Ses yeux, brillant d'une fureur froide, transpercèrent les deux hommes. « Vous violez la loi », déclara-t-elle, chaque mot comme une lame. « Vous paierez pour ça. » Dans un élan de défi, Amélie demanda leur nom et numéro de matricule, une requête légale qu'elle savait être son droit. Morel, piqué au vif, s'approcha à quelques centimètres de son visage, son haleine fétide envahissant l'espace. « Tu veux nos noms, hein ?» Jacques Morel, matricule SP 4721, et lui, Lucas Garnier, SP 6193. Note bien, ça te servira à rien. Ici, c'est nous qui décidons. Garnier, riant, ajouta « Tu crois que ta petite plainte va changer quelque chose? Les gens comme toi finissent toujours par perdre. » Leur assurance, bâtie sur des années d'impunité, était une insulte supplémentaire. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était qu'Amélie n'était pas une victime ordinaire. Derrière sa retenue se cachait une force implacable, forgée dans les épreuves, prête à renverser leur petit empire d'arrogance. Ce qui rendait cette scène encore plus révoltante, c'était le contraste entre l'injustice subie par Amélie et la passivité de la foule. Certains passants, pourtant témoins de l'abus, détournèrent les yeux, craignant de s'impliquer. Mais la vidéo de l'adolescente, qui circulait déjà sur les réseaux sociaux locaux, commençait à attirer l'attention. Des hashtags comme « Justice pour Amélie » émergeaient, signe que la colère d'une femme pouvait devenir celle d'une communauté. Cette dimension moderne, où la technologie amplifie la quête de justice, ajoutait une nouvelle couche de tension. Les officiers, inconscients, creusaient leur propre tombe sous l'œil invisible du public. La rage d'Amélie, loin de s'éteindre, se transformait en une détermination d'acier. Elle savait que ce combat ne se limiterait pas à cette rue sombre de Saint-Éloi. Chaque insulte, chaque geste des officiers était une attaque contre tous ceux qui, comme elle, subissaient le poids des préjugés. Cette nuit marquerait le début d'une tempête, une révolte contre l'abus de pouvoir qui secouerait les fondations mêmes de l'autorité locale. Et le prochain acte, encore plus explosif, révélerait l'ampleur de sa riposte. Si cette histoire vous révolte autant que nous, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous pensez que cette injustice mérite d'être dénoncée, partagez cette vidéo avec vos amis. La prochaine partie réserve des surprises qui vous laisseront sans voix. Restez connectés pour découvrir comment Amélie va transformer sa colère en une force imparable. Votre soutien compte pour faire entendre cette voix. La rue de Saint-Éloi, baignée dans l'éclat sinistre des gyrophares, vibrait d'une tension presque électrique. Amélie Dubois, commandante de l'armée française, se tenait droite, ses poignets entravés par des menottes dont le métal froid mordait sa peau. Les insultes racistes de Jacques Morel et Lucas Garnier, ces officiers corrompus, résonnaient encore dans son esprit, chaque mot attisant la flamme de sa colère. Leur tentative de la briser par le mépris et la profanation de ses affaires personnelles avait échoué. Mais ce n'était que le prélude à un affront encore plus infâme, un chantage odieux qui allait pousser l'injustice à son paroxysme. Pourtant, dans l'ombre de cette nuit oppressante, Amélie préparait une riposte qui ferait trembler les fondations de leur arrogance. Un ultimatum ignoble, une offense à la dignité. Alors que la foule de badauds, toujours muette, observait la scène avec une curiosité malsaine, Morel changea de tactique. Son rictus moqueur s'effaça, remplacé par une fausse amabilité qui suintait la malveillance. Il s'approcha d'Amélie, baissant la voix comme s'il lui offrait une porte de sortie. « Écoute, ma petite commandante, » murmura-t-il, son ton mielleux masquant à peine son mépris. « On peut arranger tout ça. Pas besoin de paperasse, pas besoin de complications. » Il jeta un coup d'œil complice à Garnier, qui continuait de fouiller le coffre de la Peugeot, éparpillant des documents militaires comme s'ils n'étaient que des détritus. « Donne-nous 1500 € en liquide et on oublie tout. Tu rentres chez papa et nous, on va boire un verre. » Simple, non? Ces mots, prononcés avec une assurance écœurante, étaient un coup de poignard dans l'honneur d'Amélie. Un chantage, pur et simple, une tentative d'extorquer non seulement son argent, mais aussi sa dignité, son intégrité, tout ce pour quoi elle s'était battue.
La rage d'Amélie, déjà à son comble, explosa, intérieurement. Ses yeux, brillants d'une fureur contenue, transpercèrent Morel. Elle, qui avait négocié des cessez-le-feu dans des zones de guerre, qui avait affronté des ennemis armés avec un sang-froid légendaire, était maintenant confrontée à deux lâches qui abusèrent de leur insigne pour la dépouiller. Vous osez lança-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Ce que vous faites s'appelle de l'extorsion, un crime. Je ne vous donnerai rien, pas un centime. Son refus, ferme et sans équivoque, fit vaciller l'assurance de Morel. Garnier, abandonnant le coffre, s'approcha, son visage déformé par la frustration. Tu te crois maligne, hein cracha-t-il. On va t'apprendre à respecter l'autorité. Sans avertissement, il la poussa violemment contre la voiture, le choc résonnant dans la nuit. La foule retint son souffle et l'adolescente qui filmait en secret zooma sur la scène, capturant chaque seconde de cette brutalité. Ce qui rendait cet instant encore plus révoltant, c'était l'impunité avec laquelle Morel et Garnier agissaient. Ils savaient que leur uniforme les protégeait, que les plaintes des citoyens, surtout ceux qu'ils jugeaient différents, étaient souvent ignorées. Mais ils avaient sous-estimé Amélie. Chaque insulte, chaque menace renforçait sa détermination. Elle pensa à son père, malade, qui l'attendait à quelques rues de là, et à toutes les fois où elle avait dû prouver sa valeur dans un monde qui la jugeait d'abord sur sa couleur de peau. Cette nuit, elle ne plierait pas. « Je veux vos noms, encore une fois », exigea-t-elle, sa voix désormais un grondement de défi. Morel, piqué au vif, aboya. « Tu veux jouer les durs ?» Jacques Morel, SP 4721. Lucas Garnier, SP 6193. Et maintenant, ferme-la ou ça va empirer. Dans un ajout dramatique, un détail inattendu surgit. Un badge d'Amélie, tombé lors de la fouille, gisait sur le trottoir, scintillant sous la lumière des lampadaires. C'était un insigne rare, décerné par l'état-major pour une mission secrète en Afrique, un symbole de son héroïsme. Garnier, le ramassant, le tourna entre ses doigts avec dédain. « Ça » ricana-t-il. « Un jouet, comme toi. » Il le lança dans une flaque d'eau, un geste qui fit bouillir le sang d'Amélie. Ce badge représentait des mois de danger, des vies sauvées, des nuits sans sommeil. Le voir souillé était une insulte à tout ce qu'elle était. Mais ce geste, filmé par l'adolescente, deviendrait une preuve accablante, un symbole de l'arrogance des officiers qui se croyaient intouchables. La valeur nouvelle de cette scène résidait dans son écho universel. Amélie ne se battait pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, dans l'ombre, subissaient le même mépris. La vidéo, qui commençait à se propager sur les réseaux sociaux, transformait son combat personnel en un cri de ralliement. Des messages de soutien affluaient déjà, des habitants de Saint-Éloi, et d'ailleurs, choqués par l'injustice. Cette dimension collective, amplifiée par la technologie, ajoutait une intensité moderne à l'histoire, montrant comment une seule voix pouvait enflammer une révolution. La fureur d'Amélie, loin de s'éteindre, se cristallisait en une résolution inébranlable. Elle savait que céder à ces hommes serait une trahison de tout ce qu'elle représentait. Chaque seconde de cette confrontation la rapprochait d'une contre-attaque qui non seulement renverserait Morel et Garnier, mais ébranlerait aussi les structures qui permettaient à de tels abus de prospérer. La nuit était loin d'être terminée, et le vent de la justice commençait à se lever, porté par la colère d'une femme qui refusait de plier. Sous les lampadaires vacillants de Saint-Éloi, la nuit semblait s'alourdir d'une injustice suffocante. Amélie Dubois, commandante de l'armée française, se tenait menottée, le dos pressé contre sa Peugeot 508, son regard incandescent défiant Jacques Morel et Lucas Garnier. Leur tentative d'extorsion, un abject chantage de 1 500 € pour effacer leur abus, avait été repoussée avec une fermeté qui les avait déstabilisés. Leur mépris raciste et leur profanation de ses possessions, y compris le badge d'honneur jeté dans une flaque, avaient attisé une fureur qui brûlait dans les veines d'Amélie. Mais les officiers, loin de reculer, choisirent d'escalader leur affront, précipitant la scène dans une violence qui allait marquer un point de non-retour. Dans cet instant de tension extrême, Amélie, forgée par des années de discipline militaire, préparait une contre-attaque qui allait faire trembler leur certitude. Une brutalité gratuite, un défi à l'humanité, alors que la foule, toujours figée dans une passivité coupable, observait l'humiliation d'Amélie, Morel, piquée par son refus de plier, passa à l'action. Son visage, rouge de colère, se tordit en un rictus de rage. « Tu crois que tu peux nous défier ?
rugit-il, sa voix résonnant dans la rue déserte. Sans attendre de réponse, il la saisit par le bras, la tirant violemment vers la voiture de patrouille. Les menottes, trop serrées, entaillèrent la peau d'Amélie et un cri de douleur lui échappa, vite étouffé par sa détermination. Garnier, galvanisé par l'agressivité de son aîné, s'élança pour l'immobiliser, ses mains brutales pressant ses épaules contre le capot. Résistance à l'autorité, aboya-t-il, un prétexte fallacieux pour justifier leur violence. La foule murmura, certains détournant les yeux, d'autres captivés par ce spectacle cruel. L'adolescente, toujours cachée, filmait sans relâche, ses mains tremblantes capturant l'image d'une femme noire, menottée, traitée comme une criminelle sans raison. La brutalité de cet instant était insupportable. Amélie, dont le corps portait les cicatrices invisibles de missions périlleuses, ressentait chaque geste comme une profanation de son être. Elle, qui avait commandé des troupes sous le feu ennemi, était réduite à un objet de leur haine. Mais sa colère, loin de la briser, la galvanisait. Ses yeux, fixant Morel, brûlèrent d'une intensité qui semblait le transpercer. « Vous violez vos propres lois », articula-t-elle, chaque mot chargé d'une fureur froide. « Vous n'êtes pas des officiers, vous êtes des criminels. » Ces paroles, prononcées avec une autorité naturelle, firent vaciller Garnier, mais Morel, ivre de pouvoir, éclata d'un rire méprisant. « Criminel » railla-t-il. « Ici, c'est nous, la loi. Et toi, tu vas apprendre à obéir. » Il la poussa à nouveau, son genou s'enfonçant dans son dos, un geste inutilement cruel qui arracha un hoquet de douleur à Amélie. Un élément nouveau, saisissant, vint ajouter une couche de tension. Parmi les affaires éparpillées par Garnier, un petit carnet militaire glissa au sol, s'ouvrant sur une page où était inscrite une dédicace manuscrite du général commandant la Légion étrangère, louant le courage d'Amélie lors d'une opération clandestine. Garnier, le ramassant, lut à haute voix d'un ton moqueur « À la commandante Dubois, pour son héroïsme sans faille ». Il déchira la page sous les yeux d'Amélie, la jetant dans la boue avec un rictus. Ce geste, capturé par la caméra de l'adolescente, était plus qu'une insulte. C'était une attaque contre l'histoire d'une femme qui avait risqué sa vie pour son pays. La foule, jusque-là silencieuse, laissa échapper quelques exclamations choquées, et un homme, au fond, murmura « C'est trop ». Ce carnet, symbole de son passé glorieux, devenait une arme dans cette bataille, un rappel que l'injustice ne pouvait rester impunie. Ce qui distinguait cette scène, c'était son écho profond dans le contexte français où les tensions autour des contrôles policiers et des discriminations raciales sont un sujet brûlant. Amélie incarnait non seulement une victime d'abus, mais aussi un symbole de résistance pour des milliers de citoyens confrontés à des humiliations similaires. La vidéo, qui se propageait à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, transformait son calvaire en un cri de ralliement. Des militants locaux, alertés par les images, commençaient à se mobiliser, organisant des veillées spontanées à Saint-Éloi. Cette dimension collective, où une injustice individuelle devient un catalyseur pour un mouvement plus large, ajoutait une valeur nouvelle, montrant comment la technologie et la solidarité peuvent défier l'oppression. La fureur d'Amélie, loin de s'éteindre, se muait en une force stratégique. Elle savait que chaque seconde de cette violence renforçait son dossier contre ces hommes. Elle pensa à son père, à sa fierté lorsqu'elle avait reçu sa première médaille, et à tous ceux qui, comme elle, avaient été réduits au silence par des abus de pouvoir. « Vous ne me briserez pas », murmura-t-elle, assez fort pour que Morel l'entende. Ce dernier, déstabilisé par son calme, redoubla d'agressivité, ordonnant à Garnier de la calmer. Mais Amélie, formée à garder son sang-froid sous pression, préparait déjà sa riposte. Elle savait qu'un appel, un seul, pouvait renverser la situation. Cette nuit, Saint-Éloi ne serait pas seulement le théâtre d'une injustice, mais le point de départ d'une tempête qui allait exposer la corruption et redonner une voix à ceux qui en avaient été privés. La nuit à Saint-Éloi, saturée d'une injustice suffocante, semblait suspendue dans un silence oppressant. Amélie Dubois, commandante de l'armée française, était menottée, son corps pressé contre sa Peugeot 508, les marques des menottes entaillant ses poignets. Les officiers Jacques Morel et Lucas Garnier, après avoir proféré des insultes racistes, profané ses possessions et tenté de l'extorquer, avaient franchi une nouvelle ligne avec leur violence physique. Leur brutalité, capturée par la caméra tremblante d'une adolescente, enflammait déjà les réseaux sociaux, transformant l'humiliation d'Amélie en un scandale naissant.
Mais au cœur de cette tempête, Amélie, forgée par des années de discipline militaire, préparait une riposte d'une puissance dévastatrice. Son regard, incandescent de colère, annonçait un renversement imminent. Un appel qui ébranle les cieux, une révolte contre l'oppression. Dans l'obscurité de cette rue hostile, Amélie prit une profonde inspiration, son esprit s'aiguisant comme une lame. Malgré la douleur des menottes et l'humiliation qui pesait sur elle, elle savait que son statut de commandante lui donnait une arme que Morel et Garnier ne pouvaient imaginer. « Je veux mon téléphone », déclara-t-elle, sa voix ferme, tranchant le brouhaha des officiers. Morel, moqueur, ricana. « Un appel? Pour appeler ton avocat de pacotille ou ton papa ?» Garnier, tenant le téléphone militaire d'Amélie, un modèle sécurisé aux allures austères, le lui tendit avec un sourire narquois. « Vas-y, fais-toi plaisir. Mais dépêche-toi, on n'a pas toute la nuit. » La foule, toujours présente, observait, certains murmurant, d'autres captivés par ce qui semblait être un dernier acte de désespoir. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que cet appel allait déclencher une tempête institutionnelle. Amélie, les mains entravées, ordonna à Garnier de tenir le téléphone près de son oreille. Avec une précision militaire, elle activa la commande vocale, sa voix résonnant dans la nuit comme un décret. « Ici la commandante Amélie Dubois, matricule Delta Bravo 3924051, articula-t-elle, chaque mot chargé d'une autorité implacable. Appel sur une ligne non sécurisée, demande d'identification immédiate et connexion au centre de commandement des opérations de l'état-major des armées, Paris. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Morel et Garnier, figés, échangèrent un regard incrédule. « Commandante » balbutia Garnier, son rictus s'effaçant. Mais Amélie poursuivit, imperturbable, sa voix comme un marteau s'abattant sur leur arrogance. Situation prioritaire. Incident de type aigle brisé, impliquant une officière supérieure sous menace. Localisation, croisement de la rue de la Liberté et de l'avenue des Lilas, Saint-Éloi. Détention illégale par 2 officiers de police, Jacques Morel, matricule SP 4721, et Lucas Garnier, matricule SP 6193. Preuve d'abus de pouvoir, discrimination raciale et tentative d'extorsion. Demande de notification immédiate au général Pierre Lefebvre, cabinet du chef d'état-major, et coordination avec la direction centrale de la police judiciaire et le service d'enquête de l'armée. L'effet fut immédiat. Morel, dont le visage rougeau vira au blême, laissa tomber sa lampe torche, qui s'écrasa sur le pavé. Garnier, tremblant, lâcha presque le téléphone. Les termes militaires, aigle brisé, état-major, général Lefebvre, résonnaient comme des coups de tonnerre. La foule, sentant un changement, se rapprocha, certains murmurant. « Elle est vraiment militaire ?» L'adolescente, toujours en train de filmer, zooma sur le visage paniqué de Morel, capturant un moment qui deviendrait viral. Un détail saisissant amplifia l'attention. Un hélicoptère de la gendarmerie, en patrouille à proximité, survola soudain la zone, ses pales rugissant dans le ciel. Bien que non lié à l'incident, son passage sembla amplifier l'impression qu'une force supérieure était en route, ajoutant une dimension cinématographique à la scène. Ce qui rendait cet instant unique, c'était la manière dont Amélie transformait son statut en une arme de justice. En France, où l'armée jouit d'un respect profond, son appel au cœur du pouvoir militaire était un acte de défi monumental. Elle ne se contentait pas de résister. Elle invoquait une institution capable de faire plier les autorités locales. Cette dynamique, ancrée dans la culture française où l'État centralisé exerce une autorité incontestée, ajoutait une valeur nouvelle. Amélie devenait le symbole d'une citoyenne utilisant les rouages du système pour renverser l'injustice. La vidéo, désormais vue par des milliers de personnes, portait un message universel. Même dans les moments les plus sombres, une voix peut ébranler les puissants. La fureur d'Amélie, canalisée dans cet appel, était une force de la nature. Elle pensait à son père, à ses camarades tombés au combat, à tous ceux qui, comme elle, avaient été jugés sur leur apparence plutôt que sur leurs actes. Chaque mot qu'elle prononçait était un acte de rébellion, un refus de laisser Morel et Garnier triompher. Les officiers, désormais conscients de leur erreur, tentèrent de reprendre le contrôle. « C'est une blague, hein ?» bégaya Morel, sa voix tremblante. Mais le regard d'Amélie, glacial, le réduisit au silence. Elle savait que la machine était en marche. L'hélicoptère, toujours audible au loin, semblait annoncer l'arrivée imminente d'une justice implacable. Cette nuit, à Saint-Éloi,
ne serait pas seulement le théâtre d'un abus, mais le point de départ d'un séisme qui exposerait la corruption et rendrait à Amélie sa dignité volée. La rue de Saint-Éloi, figée sous l'éclat des gyrophares, vibrait d'une tension qui semblait prête à exploser. Amélie Dubois, commandante de l'armée française, se tenait, menottée, son regard perçant défiant l'arrogance de Jacques Morel et Lucas Garnier. Son appel au centre de commandement des opérations de l'état-major, prononcé avec une autorité implacable, avait transformé l'atmosphère. Les mots «aigle brisé», «général Lefebvre» et «détention illégale» avaient frappé les officiers comme un coup de foudre, leur assurance s'effondrant sous le poids de leur erreur monumentale. La foule, captivée, murmurait, tandis que la vidéo de l'adolescente, désormais virale, amplifiait le scandale. Mais ce n'était que le début d'un renversement dramatique, où la colère d'Amélie allait devenir une tempête dévastatrice. Un effondrement pathétique, une justice en marche. Alors que l'écho de l'hélicoptère s'évanouissait dans le ciel de Saint-Éloi, un silence oppressant enveloppa la scène. Morel, dont le visage blême trahissait une panique grandissante, tituba en arrière, ses mains tremblantes cherchant appui sur la voiture de patrouille. Garnier, les yeux écarquillés, lâcha le téléphone d'Amélie, qui tomba sur le pavé avec un bruit sec. Commandante, l'état-major, balbutia-t-il, sa voix brisée par l'incrédulité. L'arrogance qui les avait portés s'était évaporée, remplacée par une terreur viscérale. Amélie, immobile, les fixait avec un mépris glacial, sa colère contenue, mais palpable. Vous avez cru pouvoir m'intimider, dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Vous avez choisi la mauvaise cible. Ces mots, prononcés avec une autorité naturelle, firent frémir la foule, certains hochant la tête en signe d'admiration. Morel, dans un sursaut désespéré, tenta de reprendre le contrôle. Écoutez, madame. Commandante, bégaya-t-il, changeant de ton pour adopter une servilité pathétique. C'est un malentendu, rien de plus. On peut tout arranger, non? Il s'approcha, ses mains moites tendues vers les menottes, mais Amélie secoua la tête avec une fermeté qui le figea. Ne me touchez pas, ordonna-t-elle, chaque syllabe chargée d'une fureur contenue. Vous avez voulu jouer au puissant. Maintenant, vous allez en payer le prix. Garnier, plus jeune et moins maître de ses émotions, s'effondra presque, ses jambes vacillantes. Pardon, pardon, on ne savait pas, gémit-il, tombant à genoux, ses mains jointes comme s'il implorait une déesse de la justice. La foule, jusque-là passive, éclata en murmures indignés, certains criant « Lâche !». L'adolescente, toujours en train de filmer, captura cette déchéance, un moment qui deviendrait emblématique du scandale. Un détail saisissant vint intensifier la scène. Un message radio crépita soudain sur l'épaule de Morel, brisant le silence. « Poste 7, ici le central », hurla une voix paniquée. « Morel, Garnier, qu'est-ce que vous foutez avec la commandante Dubois ? Ordre direct du préfet, ne touchez à rien, maintenez la scène, une équipe arrive. » Ce message, entendu par la foule, transforma l'atmosphère. Des exclamations fusèrent, et un homme lança « Ils sont finis !» La confirmation que l'incident avait atteint les plus hautes sphères, y compris le préfet, ajoutait une dimension dramatique. L'État, alerté par l'appel d'Amélie, se mobilisait à une vitesse fulgurante. Cette intervention rapide, typique de la centralisation française, soulignait le poids d'une officière comme Amélie dans un système où l'armée est une institution sacrée. Ce qui rendait cet instant unique, c'était la manière dont la colère d'Amélie devenait une force collective. La vidéo, désormais partagée par des milliers d'internautes, portait des hashtags comme Sacho, Justice pour Amélie, transformant son combat en un mouvement national. Des journalistes locaux, alertés par les réseaux, convergèrent déjà vers Saint-Éloi, leurs camionnettes apparaissant au loin. Cette amplification médiatique, ancrée dans la culture française où les scandales impliquant la police suscitent des débats passionnés, ajoutait une valeur nouvelle. Amélie n'était plus seule. Sa rage, canalisée dans cet appel, inspirait une révolte contre l'abus de pouvoir, un cri pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. La fureur d'Amélie, loin de s'apaiser, se cristallisait en une détermination d'acier. Elle pensait à son père, à ses camarades, à chaque moment où elle avait dû prouver sa valeur face aux préjugés. Chaque seconde de cette humiliation renforçait sa résolution. Morel, désespéré, tenta une dernière fois de s'excuser. « Commandante, je vous en prie, on ne voulait pas. »
Mais Amélie l'interrompit d'un regard qui le réduisit au silence. Vos excuses ne valent rien, dit-elle, sa voix résonnant comme un verdict. La justice parlera pour moi. Garnier, toujours à genoux, semblait brisé, son uniforme souillé par la boue de la rue. La foule, désormais plus audacieuse, commençait à s'avancer, certains brandissant leur téléphone pour filmer, transformant la scène en un tribunal public. La valeur ajoutée de ce moment résidait dans son symbolisme. Amélie, en refusant de céder, incarnait la résilience face à l'oppression. Dans une France où les débats sur la police et la discrimination sont brûlants, son histoire devenait un étendard pour le changement. La présence des journalistes, le rugissement des camionnettes et l'écho du message radio annonçaient une tempête imminente. Amélie, toujours menottée, se tenait au centre de ce chaos, une figure de défi dont la colère allait ébranler Saint-Éloi et au-delà. Si cette histoire vous bouleverse, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous voulez soutenir la quête de justice d'Amélie, partagez cette vidéo. La prochaine partie révélera un dénouement explosif qui changera tout. Restez avec nous pour découvrir comment cette nuit à Saint-Éloi deviendra légendaire. La nuit à Saint-Éloi, chargée d'une colère incandescente, semblait sur le point de basculer dans le chaos. Amélie Dubois, commandante de l'armée française, se tenait toujours menottée, son regard d'acier transperçant Jacques Morel et Lucas Garnier, désormais réduits à des ombres tremblantes de leur arrogance passée. Son appel au centre de commandement des opérations de l'état-major avait déclenché une onde de choc, alertant les plus hautes sphères de l'État. Le message radio paniqué du central, les journalistes affluents et la vidéo virale de l'adolescente transformaient cette injustice en un scandale national. Mais ce n'était que le prélude à une réponse institutionnelle fulgurante, où la rage d'Amélie allait se muer en une quête implacable de justice. Une machine judiciaire en mouvement, un châtiment inéluctable. Alors que les gyrophares continuaient de déchirer l'obscurité, un convoi de véhicules officiels surgit au loin, leurs pneus crissant sur l'asphalte humide. 2 voitures de police banalisées et une berline noire aux vitres teintées s'arrêtèrent brusquement, faisant taire les murmures de la foule. Du véhicule noir émergea le préfet de police de Saint-Éloi, Antoine Rousseau, un homme au visage grave, flanqué de 2 officiers supérieurs. Son arrivée, annoncée par le message radio, marquait un tournant décisif. Ignorant Morel et Garnier, qui se tenaient en penaud près de leur patrouille, Rousseau s'avança directement vers Amélie. « Commandante Dubois, dit-il, sa voix teintée d'un mélange de respect et de honte, je suis informé par l'état-major et le ministère de l'Intérieur. Au nom de la police de Saint-Éloi, je vous présente mes excuses les plus sincères pour cette infamie. » Ces mots, prononcés sous les yeux de la foule, firent naître un frisson collectif. La colère d'Amélie, toujours brûlante, se heurtait à la solennité de cet aveu. Rousseau se tourna vers un officier à ses côtés. « Capitaine Leroux, libérez la commandante immédiatement. » Avec précaution. Leroux s'exécuta, déverrouillant les menottes avec des gestes nerveux. Les marques rouges sur les poignets d'Amélie, visibles sous les lampadaires, étaient un témoignage silencieux de l'abus subi. Elle frotta ses poignets, son regard fixé sur Rousseau, un mélange de défi et de méfiance. Mais l'acte suivant fut encore plus saisissant. Rousseau se tourna vers Morel et Garnier, sa voix durcissant. « Officiers Morel et Garnier, remettez immédiatement vos armes, insignes et cartes d'identification. Vous êtes suspendus sur le champ, en attente d'une enquête. Retournez au commissariat et attendez les ordres. » Morel, blême, tenta de protester, mais un regard glacial du préfet le réduisit au silence. Garnier, les larmes aux yeux, s'exécuta en silence, leurs insignes tombant au sol comme des reliques d'une autorité déchue. La foule, galvanisée, éclata en applaudissements spontanés, certains criant « Justice !». Un élément dramatique inédit vint amplifier la tension. Parmi les journalistes présents, une équipe de France 2, alertée par la vidéo virale, diffusa la scène en direct sur une chaîne nationale. Les images d'Amélie, droite malgré ses poignets marqués, et des officiers déchus, capturés en temps réel, bouleversèrent des millions de téléspectateurs. Ce direct, un phénomène rare dans une affaire locale, transforma l'incident en un symbole national de la lutte contre les abus policiers. Les réseaux sociaux explosèrent, avec des hashtags comme « Justice pour Amélie » et « Stop abus policiers » dominant les tendances. Cette couverture médiatique instantanée, ancrée dans la culture française où les médias jouent un rôle clé dans les débats publics,
ajoutait une valeur nouvelle. L'histoire d'Amélie devenait un catalyseur pour un mouvement social, un cri contre les discriminations systémiques. La fureur d'Amélie, loin de s'éteindre, se canalisait dans une détermination froide. Elle pensa à son père, à ses camarades, à tous ceux qui avaient souffert en silence sous le poids des préjugés. Chaque seconde de cette humiliation, chaque marque sur ses poignets, renforçait sa résolution de faire tomber les coupables. Lorsque Rousseau lui demanda si elle souhaitait une escorte médicale, elle refusa d'un signe de tête. « Je veux que justice soit faite », déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. Cette fermeté impressionna même le préfet, qui hocha la tête en signe de respect. Mais ce qui rendait cet instant encore plus poignant, c'était la réaction de la foule. Une femme, bravant sa peur, s'avança et tendit à Amélie le badge souillé qu'elle avait ramassé dans la flaque. « C'est à vous, commandante », murmura-t-elle, les yeux brillants. Ce geste, capturé par les caméras, devint un symbole d'espoir, une preuve que la solidarité pouvait naître même dans les moments les plus sombres. L'enquête, lancée à une vitesse fulgurante, fut confiée à la direction centrale de la police judiciaire et au service d'enquête de l'armée, sous la supervision du ministère de la Justice. La vidéo de l'adolescente, les enregistrements radio et le témoignage d'Amélie, d'une précision militaire, constituaient des preuves accablantes. Morel et Garnier, désormais isolés au commissariat, s'effondraient sous la pression, leurs contradictions révélant leur culpabilité. L'implication d'institutions nationales, dans un pays où l'État centralisé agit avec autorité, soulignait la gravité de l'affaire. Amélie, en refusant de plier, avait déclenché une machine judiciaire qui ne s'arrêterait pas avant que justice soit rendue. La valeur ajoutée de ce moment résidait dans son impact sociétal. L'histoire d'Amélie, portée par les médias et les réseaux, devenait un miroir des tensions françaises autour de la police et de la discrimination. Elle inspirait des manifestations pacifiques à Saint-Éloi et au-delà, où citoyens et associations réclamèrent des réformes. Cette nuit, marquée par la colère d'une femme, allait redéfinir le combat pour l'égalité et la justice dans une France en quête de changement. Les gyrophares s'éteignaient lentement à Saint-Éloi, mais la colère d'Amélie Dubois, commandante de l'armée française, continuait de brûler, alimentée par l'injustice qu'elle avait subie. L'arrivée du préfet Rousseau, les excuses publiques et la suspension immédiate de Jacques Morel et Lucas Garnier avaient marqué un tournant, amplifié par la diffusion nationale de la scène. La foule, galvanisée, et la vidéo virale avaient transformé cette nuit en un cri de révolte. Pourtant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. La justice, désormais en marche, allait frapper avec une force implacable. Un verdict retentissant, une victoire pour la dignité. Des mois plus tard, le tribunal de Paris jugea Morel et Garnier. Condamnés à 6 ans de prison pour abus de pouvoir, extorsion et discrimination raciale, ils s'effondrèrent, leurs uniformes souillés à jamais. La salle d'audience, bondée, vibra d'une indignation satisfaite. Amélie, en uniforme, témoigna avec une dignité qui imposa le silence, son regard défiant les accusés. Un détail poignant émergea. Une pétition citoyenne, lancée par l'adolescente filmeuse, avait recueilli des milliers de signatures, exigeant des réformes policières. La police de Saint-Éloi, sous pression, adopta des formations anti-discrimination et des caméras obligatoires. Amélie, retournée à sa base, devint une icône, mentorant de jeunes officiers et s'engageant pour l'égalité. Sa rage, canalisée, inspira un mouvement national contre l'injustice. Dans une France ébranlée, son combat rappela que la colère d'une femme pouvait renverser les puissants.